Alors, cette dernière présentation se fait à 3. Elle provient des fonds de recherche du Québec. 3 personnes que je vous présente. Vous avez déjà entendu hier Madame Maître Mylène Deschênes, qui est avocate et directrice des affaires éthiques et juridiques au Fonds de recherche du Québec. Près d'elle, à sa droite, Catherine Olivier, bioéthicienne, professionnelle en éthique depuis 2013, c'est bien ça. Voilà. Et à la gauche de Madame Deschênes, Julie Dirouimer, conseillère principale, relations, sciences et sociétés, au même bureau du scientifique en chef du Québec, et elle pilote le dossier de l'engagement citoyen. Et voilà, c'est le premier sujet dont vous allez entendre parler, puisque Mme Dirouimer et Mme Olivier vont vous parler de ce programme qui va vers l'engagement citoyen dans la recherche. Et ensuite, Maître Deschênes parlera plus largement des nouveaux enjeux éthiques et de la position des fonds de recherche du Québec. Alors, je pense que c'est Julie Dirouimer qui va amorcer cette conférence. Je vous invite au lutrin. Alors, l'engagement citoyen en recherche. Le scientifique en chef du Québec nous est venu avec cette mission-là, de favoriser, de développer en fait les programmes de sciences participatives au Québec et de soutenir celles qui existent déjà. Alors, quand j'ai commencé mon travail, j'ai regardé un peu la littérature et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vocables, énormément de pratiques, de façons de faire ça. Les sciences citoyennes, les living labs, dans les domaines c'était très différent, ce qu'on appelle la community-based research, la recherche partenariale, différentes choses. On s'est vite rendu compte qu'il fallait englober un peu toutes ces pratiques-là. Alors le concept que j'ai trouvé qui était le plus englobant, c'est le concept de Bonney, qui est le concept de Public Participation in Scientific Research, que j'ai traduit assez librement comme engagement citoyen en recherche. En fait, c'est l'implication active des personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle en recherche habituellement, dans leurs activités habituelles. Donc c'est ces personnes-là que nous visons et notre objectif, en fait, c'est de les impliquer davantage dans des projets de recherche. Alors le programme qu'on a mis en place à la suite de cette réflexion-là, c'est le programme Engagement. Il a 3 objectifs principaux. D'abord, de permettre la production de connaissances scientifiques. Ça, c'est parce qu'on est les fonds de recherche du Québec, donc on soutient la production de recherche. Et avec la participation active de citoyens et de citoyennes. Le deuxième objectif, c'était de promouvoir une recherche innovante au Québec. Donc les nouvelles façons de faire de la recherche et aussi de les reconnaître. Parce que dans le milieu de la recherche, on n'est pas toujours forcément valorisé quand on fait des choses un petit peu différemment des habitudes. Et souvent, ça prend plus de temps, plus de moyens. Et le troisième objectif qui est de contribuer généralement à la littératie scientifique au Québec. On prend le pari que des personnes qui s'impliquent dans des projets de recherche sont sensibilisées à la méthodologie scientifique, ce qui est un point qui est très difficile à inculquer, à faire comprendre dans je dirais la didactique des sciences en général. Donc c'est vraiment un apport qu'on veut donner. Donc l'objectif ultime, participation active et significative dans les activités de recherche de personnes qui n'exercent actuellement aucune activité en recherche. Alors, le principe est simple, la façon de l'appliquer, bien sûr, est un petit peu plus complexe. Alors, voilà la façon dont on a conçu notre programme. Notre programme se fait en 2 étapes. La première étape, c'est une étape de lettre d'intention. En fait, soit des citoyens, soit des chercheurs peuvent soumettre une lettre d'intention qui est en fait l'idée de recherche, principalement. Alors, sont citoyens des personnes qui ne travaillent pas dans le milieu de la recherche et sont chercheurs, les définitions classiques qu'on a, donc les chercheurs attachés à des établissements universitaires, collégiaux. Donc, ils soumettent une lettre d'intention. Ensuite, il y a une présélection où on regarde l'intention qu'ils ont derrière le projet et ensuite, on les met dans une phase que moi j'appelle une phase de maturation où en fait là, ils vont concevoir une équipe de recherche. Donc, si c'est un citoyen qui vient avec son idée de recherche, il ne va pas faire son projet de recherche tout seul, le citoyen. Il va avoir dans sa phase de maturation le moment de fonder une équipe dans laquelle il y aura aussi des chercheurs. Ils vont s'associer ensemble et combiner en fait leurs expertises et leurs compétences. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est là où aussi on va regarder les arrangements administratifs. Hein, qu'est-ce qui a le mieux pour tous les aspects administratifs dont on va vous parler tout à l'heure. Et ensuite, donc, il dépose une demande de subvention. Et c'est cette demande de subvention qui est évaluée par un comité d'évaluation, qui sera mixte d'ailleurs, avec autant des citoyens que des chercheurs sur ce comité-là. Et ensuite, on part sur la réalisation du projet. Alors la question, évidemment, c'est quoi un citoyen ?
Alors, c'est quoi un chercheur, une chercheuse? Je pense que vous êtes assez habitués des définitions des conseils subventionnaires et des fonds de recherche du Québec. Donc, universitaire, clinicien, collégial, personne rattachée à un établissement qui est reconnu par les fonds comme apte à gérer des fonds de subvention. Comme citoyens, donc ce sont des personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle en recherche actuellement, c'est-à-dire qu'elles ont pu exercer des activités en recherche précédemment, mais elles n'en font plus actuellement. Et on a aussi exclu les personnes suivantes, postdoctorants, étudiants deuxième cycle, troisième cycle, employés professionnels de recherche. En fait, il ne faut pas oublier l'objectif, on a fondé cette définition en pensant à l'objectif qu'on voulait, c'était de sensibiliser des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler en recherche à la méthodologie scientifique. Et on considère que les personnes listées ci-dessous sont déjà sensibilisées à la méthodologie scientifique, donc on en voit moins les moyens de les intégrer dans ce programme-là. Et ces citoyens devront aussi avoir la citoyenneté canadienne et la résidence au Québec. Alors ensuite, donc comme je vous ai dit, dans la phase de maturation, on va leur demander de constituer une équipe de recherche. Cette équipe de recherche va être constituée de 2 à 4 personnes. Parmi elles, il y aura un porteur principal ou une porteuse principale et des coporteurs. Vous vous rendez compte qu'on n'utilise pas le terme de chercheur et de co-chercheur parce qu'on a vraiment défini les citoyens comme n'étant pas des chercheurs, fait qu'on les appelle des porteurs. Et parmi cette équipe, il y a au moins un citoyen et au moins un chercheur. Ensuite, ils font comme ils veulent. Il y en a, soit c'est le citoyen qui est porteur principal, soit il est coporteur, ou soit l'inverse. En fait, ça dépend vraiment des projets. C'est là qu'on voulait être assez souple, dépendamment des formes de sciences participatives auxquelles on a affaire. En fait, ils peuvent vraiment composer comme ils le souhaitent. À ces 4 personnes sont associées des responsabilités. Il y en a 6. La responsabilité administrative, financière, éthique, scientifique, engagement citoyen et coordination du projet. Les 3 premières responsabilités vont probablement susciter un peu plus de questions ici, je suppose. Responsabilité administrative, financière et éthique. Elle relève nécessairement du porteur principal ou de la porteuse principale, ou en fait, pour être plus précis, de l'organisme auquel il est attaché. En fait. Si c'est un chercheur, ces 3 responsabilités-là vont être portées par l'université. Si c'est un citoyen, ils vont être portés par l'organisme d'attache du citoyen, de la citoyenne. Et en fait, ce qu'on va regarder, nous, dans nos comités d'évaluation, c'est la capacité de chacun des membres de l'équipe de porter la responsabilité qu'ils ont choisie ou qu'ils se sont vus attribuer. Donc pour nous, c'est ça qui va être important. Alors, vous allez me dire, un citoyen, porteur principal, porter la responsabilité éthique, oui, je veux bien, mais ça peut être un peu complexe. Alors, en effet, nous, on a mis des balises pour des citoyens. N'importe quelle personne qui se qualifie comme citoyenne peut participer à une équipe de projet de recherche, mais s'ils veulent être porteurs principaux, il faut qu'il y ait davantage de critères, en fait, à respecter. Je vous les ai mis ici. En fait, il faut qu'ils fassent partie d'un organisme d'action communautaire, dont la recherche ne figure pas dans la mission. Donc ça nous permet vraiment de circonscrire et de savoir aussi avec qui on va travailler et de vraiment davantage circonscrire notre action au fond de recherche. Alors l'organisme d'action communautaire, hein, c'est en gros, un OBNL dont la mission est ancrée dans la communauté. En gros. C'est une définition qui est utilisée largement au gouvernement du Québec depuis 2001, donc on s'est vraiment collé à cette définition-là. Et on trouvait ça très important que la recherche ne figure pas dans la mission parce qu'il y a aussi dans le large milieu de la recherche des OBNL qui sont en fait dont la mission principale est la recherche, puis il y a beaucoup moins d'intérêt en matière d'engagement citoyen. Là, on ne voulait pas en tout cas que le programme soit instrumentalisé par ce biais-là. Et puis pour le chercheur ou la chercheuse qui veut être porteur principal, écoutez, c'est un peu comme d'habitude, là vous avez quand même l'habitude de ça. Voilà, alors je vous mets les 3 critères principaux pour la demande de subvention, donc pour la 2e étape. Évidemment, la qualité scientifique du projet de recherche. On ne fait pas de compromis sur la qualité, évidemment, dans quel que soit le projet de recherche qui est financé au fonds de recherche. La qualité de l'engagement citoyen, donc là on va vraiment voir à quel point les personnes qui ne sont pas habituées à faire de la recherche sont impliquées, quelles responsabilités elles vont avoir, quel apport elles vont avoir. Est-ce qu'elles vont amener leur savoir expérientiel particulier, est-ce qu'elles vont amener leur capacité à faire des liens avec des communautés auxquelles on n'a pas accès habituellement, des éléments comme ça.
Et le troisième point, c'est la pertinence de l'équipe. Ils seront 2 à 4, on va être sûr que toutes les compétences sont autour et que les responsabilités sont bien établies et bien clarifiées. Alors, le premier critère est à 35 points, le deuxième à 35 et le troisième à 30. Et je crois que j'ai terminé de mon côté, mais on va aller un petit peu plus loin avec Catherine qui va nous décortiquer ça un peu sur les aspects administratifs. Merci Julie. Alors, vous comprenez que lorsque Julie nous est arrivée avec son projet, qui est un projet pilote pour le moment, de recherche citoyenne, l'équipe des affaires éthiques et juridiques, on s'est dit « Oh là là, c'est rempli de défis éthiques. » Donc, on a essayé de faire les choses de manière concertée. En même temps que Julie montait son programme, on a réfléchi avec elle pour essayer de prendre en considération ces défis-là et de trouver des pistes de solutions. Je ne vous dis pas aujourd'hui, on a toutes les pistes de solutions pour ces problèmes-là, mais comme c'est un projet pilote, on est en amélioration et puis si vous constatez que vous avez des suggestions par rapport aux enjeux éthiques que cela fait émerger, vous êtes invité à les partager avec nous. Parmi les premiers endroits où on voyait des défis, c'était au niveau administratif. Donc, notamment parce que, comme Julie vous l'a présenté, on va avoir des équipes qui sont constituées à la fois de chercheurs et de citoyens. Ça implique qu'il peut y avoir différents types de relations qui peuvent s'établir entre ces personnes-là. Puis, on voulait éviter que les citoyens, parce qu'on veut donner la place, le but du programme est de donner la place qui revient aux citoyens, de le placer dans des situations de hiérarchie qui ne lui permet pas d'avoir sa pleine place, mais en même temps qui respecte les principes éthiques habituels en recherche. Donc, quand on a rencontré les citoyens la première fois, on leur a dit « Attention, si vous décidez de participer ou de déposer des projets dans le cadre du programme, de ne pas vous placer dans une situation de conflit d'intérêts familiaux, c'est-à-dire avoir un père qui travaille avec sa fille, des trucs comme ça, parce que ça peut, en tant que porteur de projet, on leur a dit, si vous voulez être des collaborateurs dans le projet, il n'y a pas de problème, mais en tant que porteur, on veut éviter ce type de relation-là. Puis aussi, éviter de vous trouver dans des situations de conflit d'intérêt financier, c'est-à-dire que le chercheur ou la chercheuse soit en conflit d'intérêt avec l'organisme d'action communautaire dans lequel se trouve le citoyen ou la citoyenne. Ça, c'était une première étape. On leur rappelle aussi que nous, on est au Fonds de recherche du Québec, les principes d'équité, diversité, inclusion sont très importants. Donc, on leur a rappelé d'essayer d'intégrer ces principes-là dans la constitution de leur équipe. Ensuite, une fois leur équipe montée, on leur a dit, il y a certains éléments qui vont apparaître que vous êtes venus discuter en avance, notamment toutes les questions qui sont en lien avec la propriété intellectuelle, comment elles vont se partager. Et puis, ce n'est pas nécessairement seulement entre les personnes, mais il y a les établissements et les organismes qui sont impliqués dans ces ententes-là. Qu'est-ce qui va être mis en place pour respecter à la fois la liberté académique des chercheuses et des chercheurs, mais aussi l'autonomie des citoyens et citoyennes qui font partie de la même équipe? Et qui va être en charge de la gouvernance et de la gestion des données? Comment on va le faire? Comment on va assurer la sécurité des données des recherches et toutes ces questions-là? Donc, il y a diverses responsabilités qui sont effectivement, comme l'a dit Julie, c'est sûr que l'établissement ou l'organisme dans lequel se trouve le porteur ou la porteuse principale va avoir une grande responsabilité, mais il y a quand même un partage de ces responsabilités-là, puis surtout quand on va arriver à la responsabilité éthique. Donc, nous, on offre des moyens pour que les équipes puissent respecter les engagements éthiques qu'on a demandé. Donc, on va avoir une déclaration d'absence de conflit d'intérêt pour rappeler aux équipes qui ne doivent pas se situer dans cette situation-là. Puis, il y a aussi tous les engagements qui sont pris par les organismes et les établissements qui travaillent ensemble pour assurer une fluidité dans le travail des équipes. Ensuite, on a souligné auprès des citoyens et des chercheurs qu'il y allait avoir des considérations éthiques, puis c'était surtout une phase de sensibilisation pour les citoyens et citoyennes qui ne sont pas habitués à entendre parler d'éléments d'éthique de la recherche
puisqu'ils ne font pas de recherche. On a comme 3 phases. Donc, on a une première prise d'engagement envers nos règles et nos politiques qui sont applicables à la recherche, notamment la politique sur la conduite responsable en recherche, autant par les citoyens que par les chercheurs, ce qui leur fait découvrir qu'il existe des politiques à ce niveau-là. Ensuite, on leur a aussi dit, lorsque vous allez élaborer votre projet de recherche, vous devez réfléchir à certains éléments, notamment est-ce qu'il va y avoir des participants dans votre projet de recherche? Et si oui, est-ce que ces participants-là peuvent être exposés à certains risques qui peuvent les mettre dans des situations de vulnérabilité? Maintenant, nous, on a fait une première sensibilisation. C'est sûr qu'ensuite, on se retourne vers vous, les comités d'éthique de la recherche, parce que si on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il se peut, étant donné qu'il va y avoir des projets qui vont être financés, que vous receviez des projets sur vos tables. Donc, on fait appel à vous pour sensibiliser aussi les équipes qui vont arriver avec des projets à ce niveau-là. Toujours encore, on les a sensibilisés aussi au fait qu'il faut être respectueux de l'équité, diversité et inclusion dans le recrutement des personnes qui participent à la recherche. Puis ça vous concerne un peu moins, mais on leur a rappelé parce que ça se peut qu'il y ait des projets qui soient faits avec des animaux ou aussi qui puissent avoir des impacts environnementaux. Donc, on leur a tout expliqué ça. Donc, ici, on a partagé les responsabilités, on leur a expliqué, mais ils vont les prendre ensemble. Donc, toute l'équipe, une fois qu'elle est constituée, au moment où ils vont déposer la demande, vont prendre le même engagement envers l'éthique de la recherche. Ce qui fait qu'à l'octroi, ils vont devoir aller chercher l'approbation d'un comité d'éthique de la recherche s'il y a des participants ou toute autre approbation dont ils ont besoin pour faire leur projet de recherche. Qu'est-ce que ça implique maintenant au niveau des comités d'éthique de la recherche? Ça veut dire que, donc, comme je vous le disais, ça se fait qu'un citoyen, une citoyenne partage les responsabilités éthiques, donc qui ait contribué à l'élaboration du projet et qu'il soit partie de l'équipe qui dépose le projet de recherche auprès du comité d'éthique de la recherche. Je vous rappelle, ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont eu des formations en éthique de la recherche. Donc, il y a une certaine sensibilité à avoir par rapport à ces personnes-là. Il se peut que ces personnes participent au recrutement de participants pour la recherche. Donc, ça, pas dans tous les contextes. Là. On sait que dans la recherche, dans les essais cliniques, il n'est pas possible qu'un citoyen fasse du recrutement, mais dans d'autres situations, ça pourrait être le cas. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir cette possibilité arriver. Il faut aussi se rappeler que les savoirs expérientiels sont valorisés dans ce type de recherche-là, donc il faut pouvoir être ouvert à intégrer la place des savoirs expérientiels dans l'évaluation des projets. Il se peut que ces personnes-là qui vont parfois être des participants et à la fois des collaborateurs au projet de recherche, veulent modifier la reconnaissance de leur contribution à la recherche. Ils veulent avoir une reconnaissance plus grande de leur contribution. Ça peut entrer en tension avec le respect de la vie privée ou de la confidentialité ou de la protection des personnes comme on le conçoit normalement. Par exemple, je vais vous raconter un projet dont on m'a parlé. C'est un groupe de femmes qui participaient à un projet sur l'impact des politiques publiques sur leur communauté, sur leur vie quotidienne. Et ces femmes-là ont décidé de faire ça en produisant des photos. Une fois le projet fini, ils ont monté une exposition pour montrer les photos. Mais évidemment, le groupe de femmes, chacune de ces femmes-là, voulait être reconnue pour l'œuvre qu'elles avaient produite. Donc, il fallait équilibrer les besoins entre la protection des personnes et la reconnaissance de leur contribution. Il y a aussi qu'on va toucher à des thématiques de recherche qui touchent à des organismes communautaires. Donc, il se peut, c'est pas impossible, qu'il y ait une plus grande proximité entre les personnes qui font la recherche et les participants qui vont participer à la recherche et les milieux. Puis, on a parlé qu'on veut des approches méthodologiques innovantes. Donc, je ne peux pas vous donner d'exemples tout de suite. Ce sera vous qui nous donnerez des exemples quand vous aurez reçu des projets sur vos tables pour nous dire en quoi ces méthodes-là viennent modifier l'approche de l'éthique de la recherche. Mais
il va falloir avoir une certaine ouverture et un dialogue avec les équipes de recherche qui vont déposer ces projets-là. Donc, c'est une grande aventure à laquelle on vous invite à embarquer avec nous, puis à nous aider à mieux comprendre quels vont être les enjeux éthiques ensuite sur le terrain une fois les projets mis en place. Merci beaucoup. Merci Catherine. Alors c'est un exemple de ce qui se fait au Fonds de recherche du Québec à la direction des affaires éthiques et juridiques, d'accompagner le développement de programmation de recherche de façon éthique dès l'invention, si je peux dire, de la programmation et non pas attendre que sur le terrain, il y ait des questions. Donc, on voit bien que ce programme-là, ça va prendre un accompagnement particulier. Puis, ça a été une expérience super intéressante de travailler avec Julie au moment du développement. Je vais prendre quelques minutes qui restent un petit peu pour vous parler un peu justement de ce qu'on fait au Fonds de recherche du Québec en matière d'éthique. Puis, en fait, vous me permettrez le privilège de reconnaître tout le travail que Catherine Olivier a fait pendant plusieurs années au sein de mon équipe. Je vais présenter plein de choses aujourd'hui qui sont le fruit de son travail, puis elle quitte mon équipe, donc je voulais juste reconnaître le travail qu'elle a fait. Alors, écoutez, un mot pour rappeler un peu le rôle des fonds de recherche du Québec dans la question de l'éthique de la recherche. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est sûr que nous, notre premier interlocuteur, c'est les chercheurs. Tantôt, je pense qu'il y a quelqu'un qui disait, mais qui va aller porter ce message-là aux chercheurs? Là? Vous pouvez utiliser les fonds de recherche du Québec pour porter les messages aux chercheurs. Ça fait partie de notre rôle. Puis, la direction des affaires éthiques et juridiques s'occupe aussi de réfléchir aux questions que les chercheurs nous disent qu'ils rencontrent sur le terrain. Donc, on a au sein des conseils d'administration 3 comités d'éthique permanents qui ne sont pas des comités d'éthique organisationnels, qui ne sont pas des comités d'éthique pour voir les projets de recherche qui vont être financés, qui sont des comités d'éthique justement pour réfléchir aux questions d'envergure provinciale qui sont vécues par les chercheurs. Puis une autre caractéristique importante, bien sûr, c'est qu'on ne finance pas juste en santé, on finance dans tous les domaines, nature, technologie, société, culture. Donc, on a vraiment une vue d'ensemble assez large de ce qui se fait, puis des problématiques d'éthique qui sont vécues sur le terrain. C'est très, très important pour nous d'avoir des relations très, très étroites avec l'unité de l'éthique du ministère de la Santé, notamment, afin que les messages soient extrêmement cohérents avec nos vis-à-vis du fédéral, l'équipe de Susan Zimmerman, parce que sur le terrain, ce qu'on veut, c'est que la recherche soit faite de façon responsable, de façon éthique, mais tu sais, que les messages ne soient pas dissonants ou incohérents. C'est déjà très complexe. Les équipes de recherche doivent jongler avec souvent des partenariats. Puis là, tu dis « Oh my God, il faut que je m'occupe de telle notion d'éthique, etc. » Donc, on essaie vraiment, là, derrière, je dirais, le rideau, d'être le plus possible en cohérence. On met des gens du ministère sur nos équipes et vice-versa. Puis on essaie aussi que la même chose se fasse avec nos vis-à-vis du fédéral. Donc, je considère que c'est une responsabilité qu'on a d'essayer, en tout cas, d'assurer cette cohérence-là au maximum. Donc, ça, c'est notre équipe. Alors, je vais vous montrer certains des travaux, puis où est-ce qu'on s'en va par rapport à tout ça. Oui. Alors, quelques nouveautés. Je vais passer cette étape-là, on va les passer les uns après les autres. D'abord, la responsabilité environnementale en recherche. Alors, ça fait déjà quelques années qu'on a débuté cette réflexion-là. C'est un projet qui avait été porté d'abord par le comité d'éthique du Fonds Nature Technologie, mais on s'est rendu compte, dans le fond, que ça préoccupait tout le monde. L'idée étant dans la foulée, en fait, de la stratégie sur le développement durable du gouvernement du Québec, d'assurer que de façon systématique, il y ait une réflexion sur les impacts environnementaux de la recherche. On sait qu'au niveau de l'évaluation du risque pour le participant, les comités d'éthique sont là. Pour les animaux, il existe aussi des comités. On se dit, bien, et qu'arrive-t-il pour l'environnement? Donc, on a lancé des consultations, on a eu des échanges avec les milieux de la recherche et puis on a déjà commencé à insérer des questions de façon systématique quand les gens viennent déposer des demandes de financement. Ils doivent faire une auto-évaluation du risque d'impact négatif ou en tout cas qu'il y ait un impact sur l'environnement de leurs activités de recherche. Et le but, c'est pas tant que ce soit évalué, qu'il y ait comme un comité qui vérifie. Puis nous, on est prêts au Fonds de recherche du Québec à financer de la recherche qui est à haut risque parce qu'on considère qu'il vaut mieux que ça se fasse dans un cadre public. On veut le savoir, les questions, même les questions difficiles, on veut les savoir. Le but, en fait, c'est que dès le développement du projet de recherche,
on essaie de les minimiser puis de documenter ce qu'on a mis en place pour que les impacts soient amenuisés autant que faire se peut. Donc, la particularité, en fait, du programme, c'est que peu importe dans quel fonds vous faites votre demande de financement, il faut répondre à ces questions-là. Il faut que cette réflexion-là ait eu lieu dès le départ, avant même que le projet soit financé. Donc, ça, c'est un premier... le tout va être lancé sous peu. Notre plan par rapport à ça va être lancé sous peu, parce qu'évidemment, ce n'est qu'un aspect dont je vous parle, mais on considère que c'est une contribution importante, puis qui est un aspect éthique aussi, là, puis je pense que la société est définitivement là. Équité, diversité, inclusion, Catherine en a parlé tantôt, c'est extrêmement important pour nous, tant au niveau de la diversité des équipes de recherche que des objets de la recherche. Et donc là aussi, dès le départ, donc c'est même pas juste ceux qui sont financés, les gens qui déposent une demande de financement doivent avoir mené une réflexion là-dessus sur quels sont leurs objets de recherche, puis est-ce qu'ils ont dans leurs objets de recherche tenu compte de ces questions-là, ou s'ils décident qu'ils excluent certains pans de la population, il faut qu'ils justifient. Ça peut être justifié dans certains projets de recherche, mais il faut l'expliquer. La politique de diffusion en libre accès qui a été lancée ce printemps, Fonds de recherche, on était très en retard. Donc, c'est une politique de diffusion des résultats de la recherche. On a parlé tantôt, hier, aujourd'hui, de l'importance de la transparence avec la population, que la population sache qu'est-ce qu'on fait, les chercheurs. En tout cas, quand la recherche est financée par les fonds de recherche, il y a très certainement maintenant clairement l'obligation que les publications soient en libre accès. Je dis toujours aux chercheurs, moi, au Fonds de recherche du Québec, les recherches que nous avons financées, si elles ne sont pas en libre accès, je n'y ai pas accès. Je ne peux pas lire vos papiers. Alors, il faut que ce soit en libre accès s'ils veulent que ça influence les politiques publiques. Puis, je pense que c'est ça le juste retour pour la population du Québec, de savoir qu'est-ce qui est fait avec leurs sous. Il faut que les gens puissent le lire. Donc, notre politique est en ligne avec la politique des agences fédérales. La seule chose qui est nouvelle, c'est que ça s'applique aussi aux étudiants et étudiantes, boursiers, doctorantes, doctorants. Donc, mais ce que je veux qu'il soit clair, c'est que ça ne concerne pas les données de la recherche. Si jamais vous avez des questions par rapport aux données, on pourra en discuter pendant les 10 minutes qui restera pour la période de discussion. J'ai pas parlé de... j'ai pas mis une acétate concernant le document qui s'en vient sur l'éthique, l'intelligence artificielle, le numérique, donc les résultats du groupe de travail. Hier, il y a eu une discussion là-dessus, mais je rappelle qu'effectivement, il va y avoir un document qui va sortir là-dessus. Ce n'est pas un document normatif. On ne sort pas une autre ligne directrice. C'est un document de réflexion pour accélérer, en fait, notre réflexion collective sur ces questions-là. Quelques suivis importants. Les standards en éthique, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Moi, j'étais absolument convaincue que j'aurais sorti les standards en éthique du FRQS, en tout cas la version révisée en me présentant aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. On était un peu tributaire, en fait, de l'objectif des standards en éthique puis de la version sur laquelle on est en train de travailler, c'est vraiment d'actualiser, entre autres, ce qui est écrit dans l'énoncé de politique des 3 conseils, puis de tenir compte du cadre spécifique du Québec, que ce soit les questions juridiques, certaines questions aussi de la façon dont on estime que la recherche doit être faite. Donc, il fallait attendre que le PTC, la version révisée, soit sortie. Puis là, je pense qu'on a vraiment tous les morceaux là, pour être capable d'arriver à un document qui va être intéressant. J'utilise le mot document, mais en fait, notre objectif, c'est qu'on sorte un outil qui soit un outil interactif, pas interactif, mais en tout cas numérique, qu'on va pouvoir consulter avec, sur les téléphones cellulaires, etc. On veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit transportable facilement. Là. Donc ça va faire partie. Je pense que la forme autant que le fond va être important dans le produit qu'on va vous livrer. On a déjà parlé aujourd'hui des clauses légales type de formulaire de consentement. Le fonds, avec le ministère, avait déjà porté ce dossier-là. Je pense que maintenant, avec l'équipe de Catalyst, on va un peu plus loin. On est associé à ces travaux-là, puis on considère que c'est des travaux aussi qui sont très, très importants. Des outils maintenant, parce qu'on développe aussi des outils. Un premier outil que vous avez en haut à gauche, qui est l'évaluation éthique de la recherche-création avec des êtres humains, qui est un outil qui a été beaucoup porté par le comité d'éthique du FRQSC. Puis je sais que Marie Simard est dans la salle. J'en profite pour rendre hommage aussi à Marie Simard qui a beaucoup travaillé avec notre comité d'éthique sur différentes questions. Là. Je pense que ça va être un outil super intéressant. Absolument. On finance la recherche-création au Fonds de recherche du Québec, puis c'est de la recherche qui était... On avait l'impression que, tu sais, on essayait de mettre les paramètres de l'éthique de la recherche là-dedans, puis des fois, c'était un peu compliqué. On a beaucoup travaillé là-dessus, donc... Puis là, bien, ça, c'est un outil, entre autres, sur
quand est-ce que tu as besoin d'un consentement, quand est-ce que tu as besoin d'un... Donc, on a monté un précis avec des différentes mises en situation pour... C'est une aide à la décision, en fait, pour le chercheur par rapport à « je suis dans un projet où on entre dans telle ou telle situation ». Donc, je pense que ça, c'est un... En tout cas, on espère que ça va être une contribution intéressante. Une deuxième contribution, vous avez en bas les exigences légales en matière d'environnement concernant la recherche. Ça aussi, c'est un précis. C'est juste pour rappeler aux chercheurs au moins c'est quoi les exigences minimales, quand est-ce que vraiment la loi dit que tu as besoin, par exemple, d'avoir des évaluations environnementales. Puis je dirais qu'une fois que le chercheur a passé à travers le précis, bien là, on peut penser aux questions plus d'éthique. Qu'est-ce qui serait éthique de faire, mais il faut au moins répondre aux exigences minimales. Donc ça, c'est un autre outil qu'on a mis en place. Puis à droite, vous avez tous nos modules concernant l'intégrité scientifique. Donc, c'est des modules de sensibilisation, d'information. J'ose pas dire de formation parce que c'est quand même, je veux dire, c'est des modules qui sont assez courts, assez conviviales, assez rapides, mais ils sont utilisés, entre autres, je sais qu'il y a des profs universitaires qui se servent de certains de ces modules-là pour avoir des discussions beaucoup plus robustes, je dirais, en classe. Donc là, on a 2 des modules qui sont complétés. Vous en aviez un déjà que ça fait presque 1 an qui est sur la diffusion responsable des résultats, mais on en a fait un autre sur l'intégrité de l'évaluation du travail d'autrui. Puis là, on peut penser à toutes sortes de types d'évaluations, que ce soit des évaluations qui se passent dans le milieu universitaire ou des évaluations qui pourraient se passer là, chez nous au Fonds de recherche du Québec. Il y a un 3e module qui s'en vient, puis là, je le porte à votre attention, qui est vraiment sur l'éthique de la recherche. Puis là, on va discuter là-dedans les 5 activités, parce que c'est toujours des 5 activités rapides avec des mises en situation réelles. On met le chercheur dans une situation où il est face à un dilemme éthique puis il doit faire un choix. Puis après ça, il y a une rétroaction sur la décision qui a été prise par le chercheur. Si vous l'avez jamais vu, en tout cas, je pense que c'est ludique, c'est intéressant, puis ça permet justement d'engager la discussion sur ces questions-là. Donc, le 3e module va porter sur des questions d'éthique de la recherche pour lesquelles, si on passe outre à ça, il peut avoir des enjeux, de conduite responsable en recherche. Il faut savoir qu'au Fonds de recherche du Québec, vous m'avez déjà entendu le dire, mais je vais le répéter, par exemple, le fait de passer outre à l'évaluation éthique d'un projet de recherche, puis démarrer ton projet de recherche, puis ton recrutement, notre comité de conduite responsable en recherche donne presque tout le temps des sanctions quand ça se présente. Fait que pour nous, c'est comme un élément absolument essentiel de faire une recherche responsable. Donc ça, c'est ces 3 outils, ça aussi, c'est des exemples de choses qu'on développe qui sont là pour aider les chercheurs à bien faire leur recherche, à les mener de façon éthique et responsable. Finalement, je finirai en vous invitant là, au colloque du réseau de santé respiratoire sur l'éthique de la recherche qui va avoir lieu dans 1 an. Le 22 et 23 octobre, ça va avoir lieu à Montréal. Faites-nous connaître vos sujets ou les choses qui vous intéressent. Ce colloque-là, c'est vraiment un colloque qui a pour but de mettre ensemble les chercheurs, les gens de l'éthique, puis d'essayer de voir ensemble, à réfléchir encore une fois comment faire la recherche éthique de manière, en tout cas, d'intégrer mieux encore une fois l'éthique dans nos activités de recherche. Michel Giroux qui est ici, oui, co-président du comité organisateur. Vous pouvez aussi en discuter directement avec lui si vous avez des idées de thématiques ou de choses qui devraient être abordées. Mais ce sera évidemment un rendez-vous pour poursuivre la discussion avec vous dans 1 an. Voilà, merci beaucoup. Merci.